Donc, le marketing, c'est quelque chose d'important et je pense qu'on a un point de vue intéressant sur le sujet parce que aucune start-up dans le monde ne meurt parce que son produit n'est pas assez bien. Les start-up meurent parce qu'elles manquent de clients. C'est une réalité qu'on oublie très souvent en France. En France, on est les champions du monde à inventer des choses dont personne n'a jamais entendu parler. On les a toujours inventées avant tout le monde. Mais alors, manque de peau, personne n'est au courant. Et alors ça se concentre dans une culture très très simple. C'est que le marketing en France est vu comme une fonction. Et d'ailleurs, j'étais très intéressé d'entendre ce qui était dit sur scène juste avant, puisque des entreprises comme IBM travaillent à réunir les CMO et les CEO. Alors c'est très intéressant comme vision, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le marketing, c'est deux fonctions séparées. Nous, on a une chance à The Family, c'est que comme les organisations naissent chez nous, on peut dès le premier jour avoir une petite inception sur eux et leur dire le marketing, c'est pas quelque chose de séparé, c'est quelque chose que vous allez faire au cœur, que vous allez faire tous les jours, et vous n'allez pas distinguer la technique du marketing, parce qu'aujourd'hui, les meilleures approches marketing, finalement, sont des approches profondément techniques. Et dans tous les aspects du marketing. Alors, on peut parler d'acquisition. L'acquisition, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très data-driven. Nous, toutes les startups qui, chez nous, font de l'acquisition, elles ont l'air de faire des maths, elles n'ont pas l'air de faire des campagnes. Finalement, les méthodes d'acquisition sont plus importantes que le message. L'époque où on pouvait travailler très fort sur un placement est révolue, puisque aujourd'hui, n'importe quel placement peut se tester à petite échelle avec énormément d'agilité. Donc on est passé d'un monde de l'anticipation à un monde de l'optimisation. La deuxième chose, c'est que ensuite, en termes de rétention des clients, n'importe quelle startup peut offrir une expérience bien plus impressionnante que n'importe quelle grande entreprise, pour la raison très simple, c'est qu'elle n'a pas à optimiser un scale déjà abouti, elle est en train d'essayer de scaler. Ce qui veut dire que si vous regardez à peu près n'importe quel fondateur d'entreprise qui compte, il a une sorte de relation client extrêmement primaire. C'est son entreprise, c'est sa vocation de tous les jours. Alors je peux vous citer un exemple qui moi, toujours me fait rire. C'est en France, on a une entreprise qui s'appelle Blablacar, que je pense que vous devez tous connaître, qui est l'ancien covoiturage.fr, qui a quand même levé 100 millions d'euros. C'est pas une petite somme. C'est aujourd'hui l'une des startups françaises qui se déploie le plus rapidement à l'échelle globale. Et quand vous rencontrez le fondateur de Blablacar, il a toujours dans sa sacoche, où qu'il aille, des stickers. Et dès qu'il est avec quelqu'un, il sort le sticker, il lui donne le sticker. Et ça vous montre à quel point le marketing n'est pas une fonction, c'est pas fonctionnel, c'est primaire. C'est que si vous savez que la chose la plus importante au monde, c'est d'avoir des clients et qu'ils soient heureux, bah d'un seul coup, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ça concerne vos ingénieurs, ça concerne vos salariés, etc. Alors, je vais vous donner un autre exemple pour vous faire comprendre la différence entre le monde de la grande entreprise qui est fondé sur le taylorisme et la répartition des tâches, et le monde de la start-up qui est fondé sur le fait d'accomplir une mission le plus rapidement possible et de scaler le plus rapidement possible. Il y a une entreprise que vous connaissez sans doute qui s'appelle Dropbox. Dropbox, aujourd'hui, ils viennent de passer la barre des 200 millions d'utilisateurs et ont annoncé un partenariat avec Microsoft. Et il y a une particularité à ce partenariat avec Microsoft, c'est que le CEO de Dropbox a enlevé son numéro de téléphone portable des emails envoyés par la compagnie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu attendre 200 millions d'utilisateurs pour que le CEO d'une startup qui a reçu plusieurs milliards d'euros de funding se dise bon là, les clients commencent un peu trop à m'embêter, on va mettre le numéro de téléphone d'un service client. Et c'est pas une blague, tous les emails qui étaient envoyés par Drew Houston jusqu'à présent avaient son numéro de portable à n'importe quel client. Donc n'importe quel client qui appelait, alors en fait il n'y en a pas tant que ça parce que les gens n'y croient pas, c'est intéressant comme élément, mais c'était quand même plusieurs dizaines d'appels par jour. On peut se dire il avait quelque chose de plus important à faire. Non, il n'avait rien de plus important à faire. Il n'y a rien de plus important qu'être drivé par ses clients, être au plus proche de ses clients et faire que tout se passe bien en fait. Alors, tu disais en introduction, ta préoccupation, c'est les très grandes entreprises, c'est-à-dire que ces startups qu'on imagine petites, elles ont une particularité, c'est qu'elles grandissent potentiellement excessivement vite, jusqu'à disrupter des très grands groupes et les mettre en difficulté, les remettre en cause complètement sur leur organisation. C'est quoi le secret et sur quoi il faut travailler pour arriver à ça? Alors, c'est très intéressant et en fait, ça repose sur un problème cognitif qu'on partage tous, qui est qu'on a beaucoup de mal à appréhender l'exponentiel.
C'est quoi le problème de toute personne qui analyse une startup? Toute personne qui analyse une startup l'analyse en stock. Va se demander combien elle a de clients, va se demander quel est son chiffre d'affaires, et va se dire ça reste insignifiant pour le moment. Il ne faut jamais analyser une startup en stock, il faut toujours l'analyser en flux. C'est-à-dire qu'il faut regarder les chiffre d'affaires, de nombre de clients, etc., dans une temporalité. Il faut se dire, elle a réussi à faire ça en 3 mois, supposons qu'elle continue pendant 10 ans, qu'est-ce que ça fait? Et c'est pour ça que les startups alternent toujours entre être impressionnants et être en faillite, parce que finalement les flux sont durs à maintenir. C'est facile de faire... j'ai vu un article de Challenge, une startup a été élue startup incroyable parce qu'elle a fait 43 000% de croissance. C'est une Dijonnaise. Hein. C'est une Dijonnaise. Alors c'est très impressionnant, mais ce qui m'a fasciné dans ce classement, c'est que pas une seule des startups mises en avant a un business model exponentiel. Elles ont tous des business models linéaires. Alors faire 43 000% de croissance quand on a un business model linéaire, on est champion du monde. Le problème, c'est qu'on ne va pas faire 43 000% 2 fois. Parce que c'est le principe d'une linéaire, c'est que forcément c'est de plus en plus dur d'avoir une croissance maintenue. Alors c'est quoi les startups? Les startups c'est très différent, parce que les startups c'est très binaire. Soit vous êtes à zéro et vous n'avez pas compris ce qui se passe et vous n'avez pas de croissance. Soit en fait vous allez avoir ce qu'on appelle des rendements croissants. C'est-à-dire que non seulement vous allez avoir de la croissance, mais dans une bonne startup la croissance accélère. Ce qui est très contre-intuitif, puisque toutes les entreprises de l'économie traditionnelle ont des taux de croissance qui décélèrent. C'est le principe. Une croissance, Facebook aujourd'hui croît plus vite en valeur absolue qu'il y a 3 ans. Aujourd'hui, Facebook inscrit plus d'utilisateurs journaliers en volume et en proportion qu'elle en inscrivait il y a 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est une exponentielle. Et l'exponentielle, c'est extrêmement dur à appréhender. Et alors, ça crée ce phénomène assez magique où vous prenez une entreprise comme Uber, par exemple. Alors, Uber, on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est le grand scandale des médias. Uber a commencé il y a 4 ans et ils ont levé des fonds pour la première fois. Ils ont dit on a 3 voitures dans San Francisco. On a 3 voitures dans San Francisco, elles font une dizaine de courses par jour, on va faire $1 million dans un an. Bon, 1 an après, elles ont levé, ils ont dit on a 3000 voitures à San Francisco, 3000, et on va se lancer dans une deuxième ville. Et aujourd'hui, à Paris, des UberX, il y en a plus de 15 000. Et la société a 5 ans. C'est une exponentielle. Le problème des exponentielles, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Uber va atteindre les 10 milliards de volume d'affaires dans le monde, 2 milliards de chiffre d'affaires en 5 ans, 2 milliards de chiffre d'affaires qui sont réalisés à plus de 80% dans 4 villes. C'est ça le principe d'une exponentielle. C'est que c'est très long à démarrer, mais quand ça démarre, chaque pas est beaucoup plus impressionnant que le pas précédent. Et alors, le secret, il est où? Le secret, c'est qu'il faut être obsédé par sa croissance. Le grand problème de l'industrie française des startups, c'est qu'on a appliqué des codes traditionnels de gestion. Regardez sa marge, regardez son bénéfice, regardez son coût d'acquisition, au détriment en fait de la croissance. Parce qu'on veut paraître raisonnable et qu'on ne comprend pas les exponentielles. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que dans le monde des startups, même celles qui croient, très peu survivent. C'est des power laws. C'est-à-dire que quand vous avez un gagnant, il cumule pour tout le monde en fait. Aujourd'hui, à peine 1% des investisseurs captent plus de 90% de la plus-value. C'est ça le ratio. On ne parle pas de 80% des investisseurs captant 80% de la plus-value. Non, on parle d'un tout petit groupe de gens qui a eu un peu plus de chance que les autres. Et quand vous tombez sur un Google, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'en France où on imagine qu'on peut faire un Google français, puis un Facebook français. C'est une passion nationale en fait qui... Ça c'est mesquin parce que le ministre n'est pas là. Hein. Mais ou un système d'exploitation français, pour reprendre une phrase d'un ministre qui nous a quittés récemment. Tout ça n'a pas de sens en fait. Si on veut qu'en France des champions émergent, il va falloir réfléchir à tous les domaines qui aujourd'hui ne sont pas encore conquis. Et il y en a plein en fait, parce qu'il n'existe pas une industrie où le numérique ne peut pas réinventer le métier de A à Z. Par exemple, l'une des startups les plus intéressantes de The Family est dans l'agriculture. Qui imaginerait qu'aujourd'hui, les leaders du numérique exponentiel à Paris se passionnent pour l'agriculture? En fait, l'agriculture, c'est incroyable. Il y aura forcément un Google de l'agriculture. J'espère qu'il est chez nous, c'est pas sûr, c'est loin d'être là. Mais c'est évident qu'un jour, quelqu'un va prendre le marché agricole mondial et complètement réformer la façon dont on produit de la nourriture. Ça n'a pas de sens qu'on produise de la nourriture de la même façon qu'il y a 100 ans. On ne travaille pas de la même façon qu'il y a 10 ans, alors produire de la nourriture de la même façon, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai pour tout. On a organisé une conférence sur le luxe, il n'y a pas très longtemps.
L'industrie du luxe, et j'étais très content de voir ces exemples sur scène, c'est typique de tout ce que vous pouvez réinventer par l'Internet. Et alors, dernier point de méthodologie, je pense que les grandes entreprises ont un problème fondamental en termes de marketing, c'est qu'elles doivent réinventer des expériences alors que les expériences sont déjà en place et très peu optimisées. Et j'imagine, ça doit être terrible. Enfin, moi j'ai le bon rôle. Hein. Le rôle le plus simple, c'est de créer quelque chose de zéro et de le faire parfaitement tout de suite, sans toutes les erreurs que les gens ont fait avant. Et c'est ça en fait une start-up. Et on sous-estime toujours à quel point les startups sont dangereuses, de l'autre côté, parce qu'on oublie qu'elles ont une chance incroyable, c'est qu'elles peuvent écrire une histoire de zéro. Et écrire une histoire de zéro, c'est infiniment plus facile que transformer une organisation, c'est sûr. Est-ce que les grandes organisations ont une chance de se transformer? Moi, je ne suis pas si optimiste que ça, en fait, là-dessus. Après, c'est aussi mon métier de parier sur les gens qui vont vous empêcher de vous transformer. Mais c'est ça, en fait. Le grand débat, c'est que si on veut créer des champions et les grandes entreprises de demain, il faut être obsédé par la croissance. Alors, il y a deux questions qui viennent. C'est l'investisseur dans une start-up est intéressé par sa sortie. Une des conditions des sorties en France, c'est la cession à un très grand groupe, parce que c'est comme si on part du principe, comme tu le dis, que les très grands groupes ont une quasi-impossibilité physique à se réinventer et à se disrupter eux-mêmes, et on le voit souvent, leurs solutions, ce qui sont déjà les solutions adoptées par des Google, des Facebook, qui sont d'acquérir des startups à leur deuxième stade ou leur troisième stade. Qu'est-ce qui manque pour que ça se fasse en France, ou est-ce que les conditions sont déjà réunies pour que ça se fasse en France? Alors, c'est hyper intéressant parce que The Family, on a une opinion très contrarienne sur ce sujet-là. Tout le monde a été obsédé par prendre le système américain et le répliquer en Europe. Alors, le système américain, c'est quoi? Si vous êtes investisseur dans une start-up, vous mettez de l'argent, vous investissez pendant une durée de 5 ans, puis après, vous passez 5 ans à sortir. Et donc, les cycles moyens d'un actionnaire dans une start-up sont de 5 ans. Donc on a pris l'écosystème le plus efficace du monde, le plus optimisé du monde, et quand c'est le plus optimisé du monde, le cycle est de 10 ans, puis on a dit, tiens, on va faire la même chose en Europe. Alors, manque de peau, c'est pas un secret, les investisseurs en capital français et européens en général, à quelques exceptions près, ont beaucoup de mal à gagner de l'argent parce qu'ils n'arrivent pas à sortir. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent, puis ils bradent leur sortie. Alors ils bradent leur sortie parce que la start-up n'est pas suffisamment grosse pour être bien rachetée, ou ils vont vendre à des financiers qui ne sont pas connus, mais qui sont les gens qui aujourd'hui captent le plus de valeur dans la finance européenne. C'est ce qu'on appelle les fonds secondaires. Les fonds secondaires, leur métier, il est très simple, c'est d'aller racheter pour les gens qui n'ont plus de temps. Et les gens qui n'ont plus de temps, c'est terrible. Alors, ça c'est un problème parce que croire que les grands groupes vont avoir suffisamment de liquidités pour acheter les startups, c'est croire que notre écosystème aujourd'hui est mature. Si on regarde aux États-Unis ce qui se passe, aux États-Unis, tous les exits, c'est-à-dire toutes les sorties de startups, sont faites par d'anciennes startups. Si on regarde le marché M&A, il y a très peu de startups qui sont rachetées par des grands groupes américains. C'est l'exception. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Ce que je dis, c'est qu'aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde, c'est une forme d'échec en fait. Ça arrive parce que l'offre est trop grosse. Parce que... Il y a quand même WhatsApp, il y a quand même des exemples. Ben oui, mais c'est Facebook qui les a rachetés. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'aux États-Unis, 90% du M&A technologique est fait par des acteurs technologiques ayant atteint une taille tellement grosse qu'ils ne peuvent plus être rachetés. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est que cette obsession de l'exit force les investisseurs à brader. Alors nous, notre position à The Family est de dire, d'abord, on a un avantage, c'est que notre moyenne d'âge est très jeune. Dans 20 ans, ce n'est pas un secret, je serai plus jeune que la plupart des investisseurs en capital de la place. Ce qui donne une perspective de temps très différente. Donc à The Family, on rentre pour ne jamais sortir. Alors les gens se disent, mais oui, mais si les gens rentrent pour ne jamais sortir, comment ils vont gagner de l'argent? Et là, en fait, il y a une confusion terrible, c'est de croire que pour gagner de l'argent, il faut vendre une boîte. Si aujourd'hui, vous aviez 1% de Google, toutes les banques du monde vous donneraient toutes les liquidités que vous voulez. Personne ne s'interrogerait sur votre fortune. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un actif qui semble tellement pérenne que la liquidité se crée. Et il y a une confusion terrible entre liquidité et exit. Nous, notre point là-dessus, c'est de dire il faut réussir à créer suffisamment de champions indépendants qui génèrent suffisamment de cash flow pour ne pas avoir besoin de se vendre. Peut-être qu'ils se vendront dans de très bonnes conditions grâce à ça.
Mais aujourd'hui, l'obsession de l'exit détourne les entrepreneurs de l'obsession réelle. Et qu'il faut rappeler en France, c'est qu'une entreprise, c'est une institution sociale qui doit gagner de l'argent, et beaucoup d'argent. Parce que si elle ne gagne pas beaucoup d'argent, elle n'a pas les moyens de se développer. Si elle n'a pas les moyens de se développer, elle n'attirera pas plus de capitaux. Et ce jeu capitalistique, il est assez simple. Le développement de sociétés très saines amène à pouvoir aller chercher de l'argent étranger. Et je peux vous donner un chiffre. Les startups de The Family, en 1 an, ont levé 96 millions d'euros. La totalité des startups françaises, c'est 700 millions d'euros. Sur les 96 millions d'euros levés, 89 millions viennent de l'étranger. On a 7 millions qui viennent de France. Pourquoi? Parce que nos startups ne sont pas startups françaises. Elles sont reconnues comme des startups globales, opérant à une échelle globale et ayant des ambitions globales. Et il n'y a pas de raison qu'en France, on ne soit pas capable de construire ça. Je pense même qu'à l'inverse, en France, on a des atouts incroyables pour bâtir ça. Mais il faut simplement admettre l'idée que ça ne va pas prendre 5 ans, mais 20 ans. Parce que forcément, pour atteindre, si vous êtes obsédé par la croissance, atteindre des seuils rentables, ça ne prend pas 5 ans. Blablacar, ils ont 14 ans, font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Blablacar, je vous le dis aujourd'hui sur scène, sera la première boîte à faire le milliard de revenus en tant que start-up en France. C'est évident. Mais ça va prendre 20 ans. Criteo est quand même déjà... Oui, alors Criteo, mais le problème de Criteo, enfin, problème qui a été une décision très intelligente. Criteo, c'est une société américaine en fait. Tout leur commercial sont aux États-Unis. Blablacar, c'est une boîte dont le siège est à Paris. 80% des employés sont à Paris. L'intelligence est à Paris et le patron est à Paris. Alors, il nous reste 4 minutes et demie pour parler un peu de marketing. Ouais. Parce que là, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on parle de croissance. Ce qui est une des missions du marketing, c'est de fabriquer la croissance par la relation avec le consommateur. Là, on a l'impression qu'on est plutôt sur des mécanismes financiers, mais il ne faut pas oublier le début de l'intervention de Doussama qui disait ça commence par avoir chevillé au corps la relation avec le client. Parce que quand on dit on fait une croissance exponentielle, on parle bien de clients. Exactement. Et alors, l'exponentiel pose un problème, c'est que l'exponentiel égale l'insatisfaction. C'est assez simple à s'en rendre compte. C'est très, très dur de survivre à l'exponentiel. Si vous avez un restaurant et que le lendemain de votre ouverture, il y a 2000 personnes qui veulent manger, vous avez un problème de base. C'est qu'il y a au moins 1900 personnes qui vont être frustrées et dire du mal de vous. Aujourd'hui, le problème numéro 1 pour une start-up qui croît, c'est le marketing. Et alors, pourquoi le marketing est un problème? Pour 2 raisons. D'abord parce que le coût d'acquisition des relais traditionnels de marketing sont trop chers et trop inefficients pour une start-up. Si une start-up, dès le premier jour, essaie de concurrencer un Air France dans le voyage, par exemple, bah, bon courage. Je ne sais pas sur quelle planète les entrepreneurs peuvent imaginer utiliser les mêmes outils. Donc, ils doivent inventer un nouveau type de marketing. Alors, il y a un terme que The Family a rendu à la mode, que vous avez peut-être entendu parler. Nous, on parle de growth hacking. C'est l'idée que, comme on est obsédé par la croissance, notre objectif à nous, en fait, est d'aller pirater cette croissance. Et pourquoi pirater? Parce que c'est l'idée très simple qu'on ne peut pas jouer fair par rapport aux moyens marketing traditionnels. Et pour ça, les startups ont un avantage que les grandes entreprises n'ont pas, c'est que les startups peuvent se mettre massivement des gens à dos au début, c'est pas très grave. Si vous êtes une marque, c'est quoi votre obsession? C'est que vous avez la terreur de perdre ce que vous avez déjà. Une grande marque est dans une structure ontologique où la pire chose qui puisse lui arriver, c'est de perdre ce qu'elle a déjà. Donc il faut croître, grandir, mais surtout il faut préserver ce qu'on a déjà. C'est pour ça que, mine de rien, qu'on le veuille ou non, ça reste une logique de la rente. Une start-up, c'est très différent. Elle n'a rien à perdre. Il y a une sorte de temps magique dans les start-up, les 3 premières années, où à peu près toutes les bêtises du monde sont rattrapables. Regardez Uber, il y a un article par semaine en ce moment sur leur attitude scandaleuse. Bon, bah, c'est pas très grave, ils ont embauché le directeur de la campagne d'Obama, David Plouffe, ils l'ont mis numéro 2, il a pris le CEO, il lui a dit « va falloir apprendre à faire des excuses sur scène, donc tu vas aller sur scène et t'excuser ». Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sur scène et dit « bon, c'est vrai, on a été un peu agressif, on a été un peu méchant, bon, bah, de toute façon, maintenant qu'on a tué tout le monde, on peut bien se racheter une conduite, c'est pas très grave ». Bon, si le patron d'Air France se comportait comme le patron d'Uber, son conseil d'administration le virerait au bout de 3 semaines. Ça a été la même chose avec Facebook. Regardez Zuckerberg 1, Zuckerberg 2, Zuckerberg 3. Zuckerberg 1, c'est un jeune garçon qui fait n'importe quoi. Mais il a une chance incroyable, c'est qu'il est le premier de la classe. Premier de la classe parce que tous les jours, il y a plus de chiffres. Vous voulez une anecdote?
je suis très proche d'un de ses premiers investisseurs. La première fois qu'ils ont reçu un chèque, ils ont été à Las Vegas le dépenser. Vous pensez que c'est l'utilisation la plus intelligente de l'argent? Non. En plus, ils ont cassé un bus et ça leur a coûté 50 000 $. Bon, qu'est-ce que l'investisseur a fait? Il a fait un autre chèque de 50 000 $. Parce que de toute façon, la croissance était telle qu'il pouvait se permettre ce qu'il voulait. Ensuite, il y a eu Zuckerberg 2. Zuckerberg 2, il s'est dit, bon, quand même, mine de rien, je suis en train de devenir une institution. Donc, il faut que j'apprenne à devenir un CEO. Alors, apprendre à devenir un CEO, c'est pas facile, c'est contre-naturel. Surtout quand vous avez 20 ans. Il a été coaché par les gens les plus impressionnants du monde. Pourquoi? Parce qu'il avait du succès et de la croissance. Et quand la croissance a commencé à se ralentir, ce qui a été le cas pendant 2 ans avant qu'il retrouve une formule avec les pays émergents, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appris le chinois et on dirait un chef d'État. Il a passé 2 ans à apprendre le chinois pour pouvoir faire un Q&A sur scène. Si vous avez un PDG du CAC 40 qui dit « Bon, moi, mon marché important, c'est la Chine. Les gars, je vais passer 4 heures par jour à apprendre le chinois. » Je vous assure que le conseil d'administration va vous dire « Non, il y a autre chose à faire qu'aller apprendre le chinois. » Quand vous êtes Zuckerberg, vous êtes une entreprise familiale. Bon, vous êtes coté en bourse, mais vous avez 90% des droits de vote. Donc, vous avez tout votre temps. Et aujourd'hui, il est reçu comme un chef d'État, puis il a l'allure d'un chef d'État, mine de rien. Parce que Facebook est devenu une œuvre sociale et politique. Ils sont rentrés dans une... Vous vous rendez compte qu'ils vont bientôt annoncer leurs 2 milliards d'utilisateurs actifs? Qui, dans l'histoire de l'humanité, a eu 2 milliards de quelque chose? De quoi que ce soit. C'est vraiment incroyable, en fait. Et ça montre les phases d'une startup. Et c'est pour ça que le marketing dans une startup est très particulier, parce que c'est un marketing où vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez tout essayer, et vous avez des moyens numériques incroyables. Et si par malheur, vous vous trompez trop, vous pouvez même changer de nom. Il y a aussi l'intervention de Frédéric qui expliquait à l'EBG qu'en fait, lui, il mettait 70% de son investissement publicitaire dans Facebook. Ça en plus, c'est une grande machine à laver. Ils ont créé des taxes incroyables. Facebook et Google, aujourd'hui, captent les budgets parce qu'ils arrivent à fournir quelque chose de très culturellement compatible avec les startups. Ce qui était intéressant, c'est qu'il passait juste après le gars du marketing de Soch qui expliquait que lui, Facebook, c'était marginal pour lui. Donc ça montre bien le décalage entre la vision 1.0 et la vision 2.0. C'est la différence entre apprendre une langue étrangère et être né dans une langue étrangère. Il faut juste admettre cette idée. On peut passer des années à apprendre une langue, on peut devenir très bon, mais il ne faut jamais se croire aussi doué que quelqu'un qui est né dans la langue. Merci, Oussama, c'était super, c'était court. Alors,